Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Sandy de My Marketing Experience. Déjà, Sandy, comment tu vas? Mais ça va très bien, merci Alexis. Génial. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Avec plaisir. Moi je suis Sandy, je suis cofondatrice de My Marketing Experience que j'ai cofondée donc avec ma sœur Laurie Jacobi. On peut nous croiser toutes les deux sur LinkedIn. Et nous on est une agence de conseil de services en marketing B2B, donc vraiment spécialisée dessus. On accompagne des TPE, des PME, des startups dans la construction de leur marketing. Donc on va vraiment des fondations jusqu'au plan d'action et à l'exécution du plan d'action. Donc, en utilisant des techniques que tes auditeurs connaissent certainement très bien, qui sont notamment liées aux techniques de growth marketing. Génial, trop bien. Et du coup là, l'objectif, c'est effectivement de se dire que on a beau mettre en place des techniques de growth marketing, etc., mais si on n'a pas une bonne offre, et ça sert à rien. Donc là, tu es là pour nous aider à peaufiner nos offres, à nous aider à communiquer bien avec le client et montrer la proposition de valeur. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une offre pour toi, Sandy? Alors moi, je vais commencer, si tu veux, par te dire ce que n'est pas une offre. C'est pas Parce que mal ça. souvent, on Très bien. croit qu'on a une offre et en général, on l'a pas. Donc nous, on a une sorte de petit radar assez facile pour savoir si tu as une offre ou tu n'as pas une offre. Si tu parles de catalogue et si tu parles de sur-mesure, en général, t'as pas vraiment d'offre. Parce qu'un catalogue, en fait, c'est juste plein de produits, mais ça n'aide pas ton client à acheter. Il va être perdu. Et de même que du sur-mesure, en fait, à chaque fois, tu réinventes une solution pour chacun des clients. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même tendance à penser que le sur-mesure, c'est beaucoup d'épuisement. Mais si on prend, par exemple, dans le milieu du logiciel, aujourd'hui, on a tendance à beaucoup plus packager, même quand on est sur du logiciel qui peut être sur-mesure, mais il y a un tronc, on va dire, standardisé. Donc ça, c'est la manière de repérer si tu n'as pas d'offre. C'est vraiment le test. Alors, qu'est-ce que c'est une offre, du coup? Ça va être un peu l'inverse, en fait. Une offre, c'est ça va internaliser, ça va incarner une méthode et un process avec des moyens pour résoudre un problème et atteindre un résultat souhaité. Donc, une offre, ça contient une transformation. Avec mon offre, mon véhicule, je te fais passer d'un état A à un état B. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui compose une offre. Donc, c'est vraiment, j'ai rien oublié, c'est une checklist, comment je construis mon offre. Et il doit y avoir certaines caractéristiques pour qu'une offre soit complète. Super clair. Du coup, effectivement, c'est j'ai un pain. En gros, c'est ça en fait. C'est j'ai mon pain, donc c'est J'ai la un pain. situation A. Et en gros, moi avec mon véhicule, moi je vais t'emmener à cette situation B, qui sont les objectifs que tu veux atteindre, les pains que tu veux résoudre, et en gros le comment. Effectivement, il faut l'expliquer. Et donc c'est effectivement ta proposition de valeur, ton véhicule. En gros, c'est ton véhicule et ta proposition de valeur. En gros, c'est le B. En gros, c'est le point B. Et d'ailleurs, on se rend compte que pour résoudre une douleur, un pain, tu peux avoir plusieurs façons de le faire. Mhm. Par exemple, si on prend le cas, je sais pas, un truc qu'on connaît tous, prendre la parole sur LinkedIn, c'est une douleur, j'y arrive pas, tu peux choisir soit de te former pour le faire, soit de payer quelqu'un pour le faire. Tu vois, tu as 2 options, mais la douleur adressée, c'est la même. Et ton offre, ça va aussi dépendre de comment tu vas adresser cette douleur et avec bien sûr, ça contient ta proposition de valeur. Tu l'as parfaitement résumé. Donc on répète, hein, si c'est juste catalogue, non, il y a pas d'offre. Et c'est pas bon. Ça marche pas. Très bien. Et du coup, par exemple, pour My Marketing Experience, quelle est la situation A, on va dire, que tu vois la plus souvent chez tes clients? Et quelle est la situation B, tu vois, que tu vas leur proposer en termes de proposition de valeur, pour qu'on puisse avoir des exemples, justement?
Ouais, ben, écoute, celle-là, du coup, elle est assez facile à répondre puisqu'elle me concerne directement. Alors le principal pain qu'on avait identifié, alors My Marketing Experience a 13 ans, donc je vais même te parler à l'époque. Hem, c'est que les TPE et les PME, à l'époque, elles se rendaient bien compte que, le marketing, c'était important, que le marketing digital, c'était important, mais elles avaient pas le temps, elles savaient pas faire et elles avaient pas forcément le budget pour recruter quelqu'un. Et donc, elles prenaient juste beaucoup plus de retard sur les autres qu'elles en avaient conscience. Est-ce que tout le marché en avait conscience? Non, parce que tu as rarement un marché qui a conscience d'un problème au même moment et de manière aussi douloureuse. Mais une partie du marché avait ce besoin et cette douleur. Et c'est comme ça qu'on a créé une offre où en fait on devenait leur CMO externalisé avec la dimension et conseil et la dimension opérationnelle. Et puis après, plus tard dans le temps, quand, tu sais, tu grandis, tu prends de l'expérience. Heu, on a identifié qu'une grosse douleur chez, beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises et ben, c'est justement d'avoir des offres qui étaient bancales, qui se vendaient difficilement, qui c'était compliqué, qui ressemblaient aux voisins, qu'ils faisaient alors les symptômes, ça peut être par exemple: «Je passe ma vie à refaire des devis, j'ai un taux de conversion qui est mauvais». Bah, par exemple, un taux de conversion mauvais, un taux de transformation, appelle-le comme tu veux, bah, c'est ça peut venir, très souvent, ça vient d'un problème d'offre et ça vient pas forcément d'un problème de j'ai pas assez de clients ou j'ai pas assez de leads. Et donc on a créé une offre. On a créé une offre autour des offres en fait, autour de comment je construis une offre. Et on aime bien dire des offres qui s'achètent et pas des offres qui se vendent parce que justement, si on a l'occasion, on en parlera. Ce qu'on veut, c'est rendre l'offre la plus ergonomique possible, c'est-à-dire la plus facile à acheter Hmm, pour réduire toutes les frictions. très Donc, clair. voilà, c'est euh, c'est comme ça que ça s'est passé pour nous, qu'on a identifié. Mais je pense que dans ton cas, quand tu as monté Growth Hiring, bah, tu as aussi identifié une douleur et créé une offre autour de cette douleur pour répondre. Ouais, totalement. Ouais, effectivement, tu vois, nous, on voit le pain qui est un peu comme, tu vois, TPE ou PME. Bah, nous, c'est le monde du recrutement qui était un peu à la ramasse par rapport, au marketing ou à la vente. Nous, on remet ces compétences-là pour les recruteurs pour qu'ils puissent, bah, aller chercher, bah, davantage de candidats qualifiés. Donc nous, notre objectif et tu vois, notre situation B, c'est d'aller chercher, bah, plus d'entretiens, plus de qualification des candidats et bah, plus de recrutement, au final, tu vois? Donc Réussi, plus de recrutement réussi. exactement, plus de recrutement réussi, tu as raison, parce que faut que ça dure dans le temps. Totalement d'accord. Exact. Bah, en fait, nous, côté client, c'est pareil. Faut que ce soit réussi. Et du coup, on a notre offre. J'imagine que cette offre, elle a du coup plusieurs composantes. Comment tu l'as comment tu vas décortiquer cette offre? De quoi elle est composée? Bah, déjà, la première chose, tu en as parlé, hein, c'est construire une promesse. Et en fait, pour construire une promesse, il faut avoir étudié quelle est la douleur. C'est-à-dire que tu peux pas promettre quelque chose si tu sais pas ce que tu vas promettre. Donc la promesse se construit en fonction de la douleur, du pain adressé. Et en première étape, donc ça, la promesse est une composante de l'offre. Mais comment j'obtiens la promesse? Eh ben, pour le faire, on va analyser en fait ta cible, la cible à laquelle tu veux t'adresser. Et moi, ce que je recommande, c'est de pas juste étudier qu'est-ce qu'elle veut obtenir de manière fonctionnelle. Tu vois, par exemple, toi, tes clients, ce qu'ils veulent obtenir, c'est des meilleurs candidats, des meilleurs recrutements. Ça, c'est des aspirations qui sont fonctionnelles. Ce que tu veux, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelles sont les aspirations sociales et les aspirations émotionnelles. Mmh. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux ressentir? Si je prends toujours ton exemple, peut-être que ce que les recruteurs veulent ressentir, c'est plus de sérénité. Peut-être que ce qu'ils veulent ressentir, c'est de regagner un peu du succès. Tu vois, juste, j'aimerais bien avoir un peu plus de succès, que ça marche mieux, parce que Mmh. c'est quand même, tu vois, te sentir unsuccessful, pardon, en français, j'ai pas trouvé, c'est quand même pas le meilleur sentiment qu'on puisse avoir dans sa vie. Et de la même manière, tu as des aspirations qui sont sociales. Donc, comment je veux être perçue par les autres, d'accord? Pour reprendre toujours ton exemple, peut-être qu'ils veulent être perçus comme des entreprises qui rayonnent, des entreprises attractives. Si tu t'adresses à des DRH, peut-être qu'ils ont envie d'être perçus comme des super DRH à l'écoute et très, comment dire, très brillants dans leur travail. Mmh. D'accord? Donc, moi, je conseille vraiment, construisez votre promesse, pas autour juste du problème dur que vous réglez, mais autour aussi des émotions que vous allez déclencher chez vos clients lorsqu'ils consomment votre offre.
On va le dire de manière générale qui consomme votre offre, peu importe la manière dont on la consomme, hein. Ce sera plus simple de le dire. Oui, c'est pas que Parce des que ça su gâteaux. On vend pas que des parce gâteaux. que ça ne oui, mais parce que souvent on dit, lorsqu'ils achètent, mais ça suffit pas d'acheter. Tu vois, si tu achètes un logiciel mais que tu l'utilises pas, tu as pas résolu ton problème. Mmh. Donc il faut vraiment qu'on consomme la solution. Donc ça, c'est pour ta promesse, tu vas la construire en fonction de ça. Et un bon moyen, tu vois, un truc un peu simple, c'est par exemple si, le pain, c'est, j'ai pas le temps, je vais prendre un exemple parce que ça me concerne actuellement. J'ai pas le temps, je voudrais repeindre chez moi, je déteste, mais j'ai pas le temps de le faire. En fait, si tu es peintre, tu vas dire: «Gagnez du temps et confiez-moi la peinture». Donc Mmh. tu prends en fait, globalement, tu prends le pain et tu la renverses en disant: «Qu'est-ce que tu vas lui permettre de faire?» Donc toi, ça va être, attirer les bons candidats. Tu vois, genre, ils vont se plaindre en disant, «Mais moi, j'ai que, des candidats pourris, je passe ma vie à faire passer des candidatures, c'est pas le bon casting. Je pense pas être trop loin de la vérité». Bah, toi, ce que tu peux leur promettre, c'est, attirer les bons et arrêter de perdre du temps, avec les touristes. Même chose, si tu es, marketeur, tu peux dire: «Moi, je t'aide à avoir des clients qui sont plus qualifiés». Donc tu vas dire: «Gagner du temps, s et Et trouver gagner les du bons temps clients. avec des leads plus qualifiés». Pardon, Mmh. du coup, j'essaie de faire la bascule. Donc ça, c'est un bon moyen, de créer, ta promesse. On va pas parler plus longtemps parce qu'en fait, il faudrait carrément un épisode juste sur la promesse. Et après, dans ton offre, ce qui doit clairement apparaître, c'est vraiment le véhicule. Qu'est-ce que tu vas mettre à disposition de ton client, donc en termes de fonctionnalité, pour l'aider à résoudre son problème, pour faire passer du point A au point B. Donc toi ou moi, en fait, je vais prendre l'exemple de My Marketing Experience. Je vais dire tout ce qu'on va mettre en place ensemble, quels sont tous les moyens mis à disposition pour atteindre l'objectif. Si tu es un logiciel, on va prendre quelque chose qui est plutôt de l'ordre du produit, tu vas donner toutes les fonctionnalités qui sont incluses dans ton logiciel. Donc on est vraiment sur de l'aspect fonctionnalité. Et moi, j'utilise le mot fonctionnalité, que tu sois dans le service, dans le produit. C'est vraiment les moyens mis à disposition. Donc ça peut paraître un peu froid, c'est ce qui fait vraiment appel à la rationalité, cette partie-là, mais c'est hyper important pour donner de la valeur. Et moi, un truc que j'ai souvent constaté, c'est qu'on a tendance à minimiser ce que contient notre offre. On a tendance à dire: «Ah oui, mais ça, bon, tout le monde le fait». Et ben, c'est pas grave. Même si tout le monde le fait, dites-le parce que plein de gens oublient de le dire. Mmh. Et en fait, en ayant conscience de ce que vous apportez, en ayant conscience de ce que tu apportes toi, par exemple, à tes clients, et que tu prends le temps de bien le noter, et ben, ça va donner beaucoup plus de valeur à ton offre. Parce que toi, évidemment, tu vas dire: «C'est évident, comment je pourrais faire mon travail si je fais pas ça?» Bah ouais, mais en fait, ton client en face, il est pas supposé le savoir, quoi. Ça va Mmh. juste le rassurer, lui. Il va se dire: «Ah, mais en plus, il y a ça!» Tu vois? Il y a cette étape, je vais pas le faire moi-même. Et le fait de prendre ce temps-là, ça donne aussi beaucoup plus de valeur lorsqu'après tu vas annoncer un tarif. Donc ça, tu vas gonfler la valeur de ton offre, pas artificiellement, mais juste pour que ton client conscientise en fait tout ce qu'il va obtenir. Donc c'est un travail qui peut être assez fastidieux et qui demande à vraiment prendre sur soi, mais vraiment je recommande de le faire, c'est hyper important, surtout dans les services parce que c'est souvent là dans les services où on a tendance à court-circuiter un peu le truc et aller à l'essentiel. Ouais, ça je suis assez d'accord avec toi parce que souvent on va aller, comme tu le dis, tu vois, direct à l'essentiel et cetera. On va annoncer le prix, tu vois, directement alors que c'est vrai que si on montre toute la valeur, on explique comment tout ce qu'il y a, toute la mécanique qu'il y a dedans, tu vois, tous les efforts qui ont été investis, toutes les personnes que ça a pu aider et cetera et créer vraiment une sorte d'effet boule de neige, tu vois? Lorsque la boule de neige, tu vois, elle atterrit au bon endroit, le prix, si tu veux, se fait écraser par la boule de neige, tu vois. Donc c'est-à-dire que ta Exactement. valeur, elle aura dépassé le truc et elle me dit, mais ok, t'as juste envie d'un truc, c'est savoir le prix parce que voilà, ça m'a déjà apporté beaucoup de valeur. Exactement. Alors toi, tu as parlé de mécanique, c'est rigolo parce que nous, on parle de mécanisme souvent. Très C'est bien. ta méthode, c'est comment tu t'y prends. Et ça a un pouvoir vraiment presque magique sur la création de valeur parce que tu vas créer du sens dans l'esprit de ton client. Et tu l'as super bien dit, après, tu as juste envie de savoir, OK, combien ça coûte. Ça marche ou pas, on va venir au prix, mais au moins, il y aura pas le dire: «Ah ouais, c'est hyper cher pour ce que c'est, quoi». Ouais, Ça, c'est ce exactement. qu'on veut éviter Ouais, au maximum quand on vraiment. travaille sur les offres. Mm. Et c'est le problème, c'est ce que tu risques d'avoir si tu travailles pas sur tes offres. C'est cher pour ce que c'est. Donc du coup, moi, ce que je conseille aussi de travailler juste après,
c'est ce qu'on appelle nous le mode de livraison. C'est comment tu vas livrer ton client, comment il va l'obtenir. Tu vois, c'est un peu quand tu achètes un vêtement, est-ce que je vais me déplacer en boutique, est-ce que je l'achète sur internet, comment ça va se passer. Bah quand tu vends un produit ou un service, toi, je pense que dans tes auditeurs, il peut y avoir de tout. C'est comment je vais y accéder, comment ça va m'être livré. Est-ce que c'est un SaaS, c'est quelque chose qui est en ligne? Est-ce que je vais devoir installer quelque chose? Est-ce que si c'est du service, par exemple, si je prends tes services, est-ce que je vais parler à quelqu'un? Est-ce que je vais ou alors est-ce que c'est tout par mail, digitalisé? Toi, tu mets tout un cadre sur comment tu vas délivrer ton produit et ton service. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui va faire jauger le prix aussi. C'est-à-dire que plus je vais avoir accès à la ressource cruciale, plus je vais payer cher, et c'est OK. Et ça va permettre aussi de faire conscientiser à ton client à quelle rapidité il va pouvoir résoudre son problème et à quelle intensité il va pouvoir résoudre son problème. Si tu choisis de faire parlons des formations par exemple, si tu choisis de faire une formation seule dans ton coin uniquement avec des vidéos, Hmm. ça va être moins cher que si tu prends un prof particulier à côté de toi et qui en plus te coach et qui en plus relie ou t'aide ou commente ou te fait un feedback. Tu vois, c'est pas du tout la même valeur. Et donc le mode de livraison doit être vraiment et là n'hésitez pas à être hyper créatif parce que c'est là où beaucoup de personnes zappent un peu alors qu'on a énormément de leviers aujourd'hui pour en fait pour augmenter la valeur ou baisser la valeur en utilisant le mode de livraison. Est-ce que c'est clair sur ce mode de livraison? Ouais, en vrai, c'est super clair et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Je sais que, tu vois, nous, dans nos offres, il n'y a pas une slide dédiée à ça, mais c'est plutôt, tu as des petites briques qu'on met comme ça. Et c'est vrai que, bah, en gros, ton mode de livraison, c'est effectivement comment on va te livrer le véhicule, comment, tu vois, on va embellir ce véhicule, comment on va te faciliter l'accès aussi à tout ça, tu vois, que ça aille le plus vite possible. Et c'est vrai qu'on le fait pas du tout assez. Et pourtant, c'est ce qu'attendent vraiment les clients. Je me rends compte moi aussi, tu vois. Et ça permet de les projeter aussi sur Hmm. OK, ça va se passer comme ça. Et ils se projettent beaucoup plus. Donc, écoute, si j'ai pu t'aider, demain, peut-être tu vas refaire ta slide et tu verras Clairement. Mais en plus, on est en ça, plein dedans. Là, on est en la train de refaire différence. l'offre, tu vois. On est en refonte Ah de ouais? l'offre. Donc, Ah tu bah vois, écoute, c'est ça vraiment le tombe sujet bien du alors. moment. Bon, moi personnellement, j'ai un biais, c'est que j'adore faire ça, donc je te dis quelle chance! Mais c'est toujours plus intéressant de le faire. Enfin, c'est toujours moins difficile de le faire pour les autres que pour soi-même. Pour soi-même, Hmm. c'est quand même difficile. Donc une fois qu'on a travaillé son mode de livraison, et là je vais quand même donner un hint pour une même offre, pour un même problème adressé, on a le droit d'utiliser le mode de livraison pour faire plusieurs offres différentes en fait, pour avoir des leviers différents. D'accord? Et pour avoir des niveaux d'offres différents. Donc, faut pas hésiter à explorer de ce côté-là. C'est comme ça qu'on innove aussi souvent dans ces offres. Donc, la prochaine étape, c'est enfin le prix. Alors, je vais pas te donner la formule magique pour créer un prix parce qu'en fait, il y en a pas. Hmm. Le prix varie de plein de choses et souvent le prix varie. Alors, bien sûr, il y a les prix du marché, mais aussi ça varie par rapport à ce que toi, tu te sens capable. Puis après, tu peux, par rapport au stade de ton entreprise, ça dépend et la valeur perçue également. Mais globalement, quand tu parles de ton prix, faut pas juste énoncer le prix, faut aussi parler des conditions de paiement. D'accord? Hmm. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir plusieurs niveaux d'offres aussi. Comme on disait, tu peux avoir le même problème adressé, mais selon que le niveau que tu prends, ça va être le prix va être différent. Euh, et ça, je vais pas faire tout un speech là-dessus, mais n'hésitez pas à en avoir deux, trois pour après orienter le client sur la meilleure pour lui et on se débrouille pour que la meilleure, elle soit au milieu, ce soit l'offre du milieu. Parce que le milieu, c'est merveilleux. C'est la petite maxime qu'on aime bien dire chez nous. C'est que l'offre que vous voulez vendre le plus, essayez de faire celle qui est la plus rentable ou celle qui est le plus susceptible de plaire et d'attirer des clients. Il faut que ce soit celle du milieu. Mais on peut avoir une offre plus premium, ceux qui veulent aller plus vite, par exemple, ou ceux qui ont plus de budget, tout simplement. Et on peut avoir une offre en dessous pour ne pas se priver d'une vente. Donc, je vais pas rentrer dans les techniques là parce que c'est des techniques à part pour créer plusieurs niveaux d'offres, mais je veux juste insuffler le fait qu'en avoir plusieurs, il y en a qui me disent ça crée pas de la confusion chez le client. Non, au contraire, ça l'aide à acheter en fait. Hmm. Et ce que Ça j'aime l'aide. bien aussi, mais il y a pas mal de gens dans le SaaS qui disent ça, c'est qu'effectivement, c'est très compliqué de trouver le bon prix. Du coup, tu commences avec un prix, on va dire le plus, au début, tu commences avec un prix bas, après tu l'augmentes, tu l'augmentes, tu l'augmentes et tu vois à partir de quel palier.
et ben en fait, tu commences à avoir beaucoup moins de ventes ou ça devient moins rentable. Et à l'inverse, moi, je me souviens sur une entreprise que j'avais créée, tu vois, une agence de marketing. En fait, on avait doublé du jour au lendemain tous nos prix, tu vois, de création de site internet. Alors ça, je l'ai fait Et franchement, et ça s'est bien passé. bah ouais. Et franchement, ça passe bien. Tant que tu arrives à Alors bien valoriser justement ta valeur en amont, etc. Et même voilà, avoir un prix qui est c'est bas. bien de le préciser. Ouais, faut qu'il y ait quelque chose derrière, sinon ça n'a pas de sens. Et même avoir un prix bas de temps en temps peut avoir cet effet négatif de Ouais, se dire que c'est pas assez qualitatif. Parce que moi, j'aurais payé 2 fois plus cher de base et du coup, c'est trop en dessous du marché. ouais, Du c'est coup, limite ça louche. dévalorise. Ouais. Du coup, tu te dis, ah, c'est bizarre. Mais là où il faut, tu as dit un mot qui était intéressant, tu as parlé de rentabilité et quand on c'est hyper important d'en parler parce que moi je travaille, quand je travaille sur des pricing avec des entreprises, parfois ils n'ont pas de visibilité sur leurs chiffres et donc tu leur dis: «OK, mais ton offre, avant peu importe le prix, il faut que ce soit rentable. Donc à partir de quand tu es rentable?» Je te parle pas de faire des ventes à perte au début avec des promos. Je te parle de il faut absolument connaître ces chiffres pour dire si je vends en dessous de tel prix, et notamment si je suis dans le service, c'est mort, je n'arriverai jamais à en vivre. Et ça, c'est hyper important de se le dire à soi-même parce que sinon, c'est impossible de pricer. Et après, parfois, faire moins de ventes mais beaucoup plus cher, c'est plus rentable que faire beaucoup de ventes pas chères. Ouais. Donc, on peut aussi adopter cette stratégie de la rareté. Mm. Clairement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, après le prix, c'est quoi ta Alors prochaine étape? après le prix, c'est les conditions d'accès. Ça aussi, c'est hyper important. Souvent, les conditions d'accès, c'est ce qui va permettre de faire passer à l'action. Donc, tu peux dire il y a un nombre de places limitées, ou bien ça peut être aussi par rapport à une période d'essai gratuite. Bah, ok, on parlait du SaaS tout à l'heure. Les 14 premiers jours, c'est gratuit, tu payes pas. T'as pas besoin de mettre ta carte bleue. Tu peux aussi dire si t'es une agence, ben ok, on ne prend que tant de projets, tant de nouveaux projets par mois, tant de nouveaux clients, parce que on est sur une base de récurrence, donc on peut pas prendre plus, et puis parce qu'on estime que notre travail serait moins bien fait. Donc tu peux définir les conditions d'accès. Et en fait, ces conditions d'accès, ça va donner souvent de l'exclusivité. Ça peut être un prix limité dans le temps. Et moi, je te conseille toujours de le donner. Des fois, c'est pas possible, je sais, mais si tu peux l'intégrer, c'est bien parce que ça fait prendre des décisions, en fait. Hmm. C'est pas toujours possible, hein, mais si tu as cette possibilité, rajoute-la. Donc, est-ce que c'est bon pour les conditions d'accès? Ouais, Ouais. très clair. Tu vois des idées pour toi ou pas du tout encore? Ouais, tu vas avoir des réductions temps limité. Est-ce que ça marche, ça, effectivement, de se dire, je sais pas, nous, par exemple, en termes d'accompagnement, on sait que par mois, on peut avoir, tu vois, une dizaine de clients, pas plus. Et du coup, dire qu'il reste une place, 2 places, tu Voilà, vois, les mois d'après. exactement. Bah, ça, après, tu débrouille-toi pour les remplir en général, mais c'est un vrai passage à l'action. Et après, tu verras que moi, j'aime bien ajouter 2 autres éléments dans la composante des offres Très bien. qui sont les leviers d'augmentation de la valeur perçue. Parce que on l'a parlé en off, c'est le branding. C'est qu'une offre, aussi génialissime soit-elle, si derrière tu peux pas avoir le levier du branding, c'est-à-dire de donner de la confiance, élever encore le niveau de confiance qu'on peut avoir dans ton offre, ben tu vas quand même te priver de vente, clairement. Donc moi je l'ajouterais. Donc les éléments pour augmenter la valeur perçue, ça va être de développer ta marque. Clairement, développer ta marque, c'est utile pour tout, mais notamment pour augmenter la valeur perçue de ton offre. Tu pourras beaucoup plus justifier des tarifs élevés si tu as une marque reconnue. Bah, tout simplement parce que ça facilite le choix, en fait, d'avoir une marque connue. Tu vois, Hmm. des fois, tu vois, quand tu te rends compte au supermarché, des fois, quand tu as trop de choix, tu fais: «OK, je vais prendre ça parce que Ouais, pas et de souci». t'as l'impression de pas prendre de risques. Tu sais que Voilà. s'ils sont connus et qu'ils sont à ce niveau-là, ça veut dire que leur produit est bon. Un raccourci Tu très vois, par rapide. exemple, nous qui avons chacun un média, hein, toi Mhm. avec ton podcast et puis nous aussi avec My Marketing Podcast, bah le fait d'être médiatique à notre échelle, attention, et ben ça c'est ton personal branding, mais en même temps ça donne confiance. Tu peux pas nier que ça a un impact sur le niveau de confiance que tes clients, tes prospects vont mettre dans toi. Ouais, Pas très totalement. français ce que je viens de dire, mais on va dire que tout le monde a compris. Donc voilà, augmenter la valeur perçue, ça va être par ton personal branding, ça peut être par ta marque, ça va être par tes contenus, ça va être par tes références clients, ça va être les témoignages. De manière générale,
toute la preuve sociale. Si sur ton offre, tu es capable de dire, si on reprend l'exemple du logiciel, utilisé par 500, 1000, 10 000 utilisateurs dans le monde, bah, ça le fait, quoi. Je veux dire, tu es là, il y a déjà des personnes qui l'utilisent. Euh, et lorsque toi, bah, sur ton site internet, tu mets des logos d'entreprises avec lesquelles tu as travaillé, tu les mets sous ton offre, de suite, ça le fait quand même. Tu vois, on a déjà plus confiance. Donc ça, c'est pour l'augmentation de la valeur perçue. C'est un process qui prend du temps. Ça, c'est quelque chose qui évolue. Alors, autant l'offre, elle peut être figée pendant quelques mois, voire quelques années. Mais après, ben, plus on va accumuler de preuves sociales et plus on va avoir de valeur perçue sur cette offre. Et moi, ce que j'aime bien ajouter, c'est des éléments qui vont, à l'inverse, réduire le risque perçu. Parce on te parle beaucoup de valeur perçue, on te parle moins de risque perçu. Le risque, ça peut être lié, est-ce que je vais être content? Si ça se passe mal, comment ça va aller? Qu'est-ce que je vais faire? Si je m'engage pour 1 an, ça va être, c'est quand même un gros investissement, comment je vais payer? Donc toutes les questions que peuvent se poser, tes clients. Est-ce que je vais réussir? Tu vois? Par exemple, un truc bête, mais beaucoup d'entreprises sur certains produits doutent de leur capacité à réussir, certains produits-services, en tant qu'utilisateur. Donc qu'est-ce que tu vas mettre en place, toi, pour assurer à ton client, pour réduire ce risque perçu? Donc, par exemple, je sais pas, si je prends le cas de Growth Hiring, tu vas peut-être dire, eh ben nous, on s'engage à faire une review, on s'engage à vous alimenter sur de la veille, on s'engage à, si t'es pas, par exemple, un truc qui marche très bien, c'est de dire, je te dis pas que tu dois le faire, mais un truc qui marche bien. Tu vois, nous, chez My Marketing Experience, on a du récurrent, des clients qui sont sous forme d'abonnement, si tu veux. Je pense que toi aussi, tu peux fonctionner comme ça. Ben, il n'y a pas d'engagement. Tu t'en vas quand tu veux. Ben, n'empêche qu'il y en a, ça fait 12 ans qu'ils sont là, alors qu'ils peuvent s'en aller quand ils veulent. Ouais. Et qu'en moyenne, j'ai pas fait le calcul récemment, mais je dirais qu'en moyenne, il reste plus d'1 an. Ouais, largement plus d'1 an. Pourtant, ils sont libres de leur mouvement, ils ont qu'à envoyer un mail. Donc, le fait de pas avoir d'engagement, tu réduis une friction. Les gens ils disent, bon, bah, en fait, je prends pas de risque, on démarre et si ça va pas, on arrête, tu vois. Même toi, en tant qu'entreprise, d'ailleurs, c'est plutôt, ça peut être une sécurité. Alors, tout le monde ne peut pas le faire. Je comprends, parce que parfois, au début de certaines collaborations, bah, tu engages trop de frais et que si ton client reste pas suffisamment longtemps, c'est pas rentable. Dans ce cas, essaie de le limiter au maximum. Prends plus de risques que toi. Et si tu veux, je peux te partager un autre levier de réduction du risque Avec plaisir. qu'on a pas mal testé avec nos clients. C'est de downsizer tes offres. Donc, on te dit toujours, augmente tes offres, augmente ta... Eh ben, en fait, le downsizing d'offres, ça va revenir à réduire le niveau de service que tu vas apporter. Évidemment que si tu baisses le prix, tu baisses ce que tu livres aussi, hein. L'idée, c'est pas juste de baisser son prix. Ou tu vas simplifier ce que tu apportes. Alors, je vais te donner un exemple concret. Si, admettons, tu es une entreprise, c'est un cas réel, hein, d'accord? Tu développes des applications pour des startups. Les startups, elles n'ont pas toujours beaucoup d'argent, d'accord? Elles n'ont pas toujours un budget tout de suite à mettre sur la table, et surtout, elles sont finalement, elles ont très très peur de se faire avoir. Et dans ton mécanisme qu'on a décrit au début, tu vas dire, bah, au début, on va faire le cahier des charges techniques et fonctionnelles. Ensuite, on va développer ton appli. Et enfin, on va t'assurer la maintenance, dans le suivi dans le temps. Ça, c'est le process complet pour avoir ton application. Bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décroché le premier wagon, parce que ça avait un prix. Par exemple, admettons, c'était 1000. C'était pas 1000, mais c'était un prix facile à retenir. On a décroché le premier wagon du cahier des charges et on en a fait un produit à part pour dire, OK, dans tous les cas, on fait cette étude avec vous, on fait votre cahier des charges fonctionnel, on fait tout ça. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas content, vous pouvez le prendre et le donner à quelqu'un d'autre. Vous n'aurez pas pris un énorme risque. Bon, évidemment que, on va dire 8 fois sur 10, il confie aussi la suite au client, mais ça permet de ne pas rater des ventes parce que le client, il a eu peur du montant final. Et nous, on le fait chez My Marketing Experience. Par exemple, quand il y en a qui disent, moi, je veux aller commencer, et que tu leur dis, l'accompagnement pour tous les offres, donc ton persona, tes offres, ton positionnement, tes canaux de vente et ton plan d'action, c'est tant.
Peut-être qu'il y en a, ils se sentent pas en sécurité tout de suite, ou ils disent, mais moi, j'ai pas forcément besoin du plan d'action, j'ai une équipe, tu vois, je pourrais leur déléguer. Bah, on a une offre uniquement sur les fondations où tu as le travail de ta cible et de son persona approfondi, toute l'étude du positionnement et de la différenciation et de ta proposition de valeur, et la stratégie des offres. Ok. Et c'est OK. Tu as déjà résolu un problème. Et puis, si tu veux la suite, tu feras la suite. Mais au moins, tu gardes le client. Et toi, t'es pas perdant. Trop bien. Et du coup, tu downsize ton offre et après faire attention effectivement à pas avoir, j'imagine, 5 offres à tiroir que tu as downsizé, mais juste une Ah, seule. il faut surtout pas avoir d'offres à tiroir. Ça, c'est Et vraiment... une seule qui permet effectivement de répondre à cette problématique, mais qui est packagée, que tu sais que tu peux délivrer, qui est peut-être effectivement une partie de ton offre globale. Donc en vrai, c'est simple parce que les process restent le même, juste tu t'arrêtes à un moment. Et derrière, effectivement, ça apporte de la valeur. Toi, tu sors pas de tes process et tu restes focus. Donc c'est trop bien. Exactement. Et Ça ton fait. offre doit toujours te permettre de savoir où ça commence et où ça finit. Trop Ça, bien. c'est vraiment essentiel. Trop bien. Ta facturation, c'est mieux. Génial. En vrai, ça me donne plein d'idées. Là, pour notre Mais offre. pour mieux, c'est le but. Ouais, non, C'est le c'est top. but. Et moi, ce que je te recommande, et ce que je recommande à tous, c'est de pas raisonner uniquement en offre. Et je pense que c'est sur ça que je resterai. C'est que chaque offre, en fait, doit prévoir ce que tu peux vendre après ou en plus. Donc, d'avoir vraiment une stratégie de cross-sell et d'upsell pour fidéliser tes clients. Ce que tu veux pas, ce que tu veux éviter à tout prix, c'est vendre une seule fois. Ouais. Et ça, voilà, dès que tu penses à une offre, dis-toi comment je fais derrière pour revendre quelque chose. Qu'est-ce que je vais revendre? Super clair. Génial. Bah, merci à toi, Sandy. C'était super clair. C'était trop bien. On peut te contacter comment? On peut te contacter sur LinkedIn. Ouais, je suis sur LinkedIn. On peut aller voir ton podcast Euh, aussi. on peut écouter My Marketing Podcast, mais tu pourras pas parler directement avec moi. Mais tu peux les écouter, absolument. Et puis après, tout simplement, via notre site internet, mymarketingexperience.com. Mais là où je réponds, c'est sur LinkedIn. Enfin, Trop bien. je réponds en direct et c'est moi, c'est sur LinkedIn. Nickel. Bah, n'hésitez pas à envoyer de la force à Sandy. C'était trop, trop cool. Merci pour les infos. Et puis, bah, on te dit à très vite. Et prends soin de toi. Merci Alexis, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.